Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de SIC Transit Gloria Mundi. Bonsoir à tous, salut à toi. Ça me fait plaisir de te revoir. On peut peut-être Euh, rappeler à nos auditeurs, à nos gentils auditeurs qui aiment bien écouter nos insignifiantes conversations, de s'abonner et de mettre un pouce sur la vidéo si elle leur a plu. Et de ne pas hésiter à poser des questions, à faire des remarques dans les commentaires. C'est toujours intéressant, ça nous permet à nous de comprendre et d'ajuster ce qui est intéressant ou ce qui est moins intéressant. Et puis aussi de partager à un plus grand nombre d'utilisateurs de YouTube les conversations si elles ont plu, si elles ont été intéressantes pour les auditeurs. En tout cas, merci de nous soutenir, merci de nous regarder. De quoi veux-tu parler ce oui. soir? Euh, Je pense qu'il faut quand même parler un tout petit peu de la situation en France avec les changements de Premier ministre à tout va. Je pense qu'on n'a plus le temps de vraiment suivre qui est au gouvernement ou qui vient de démissionner. Donc, ouais, je ne sais pas Comment tu quelle est vois ta les choses, toi? réflexion. Toi, comment Moi, tu vois les choses? je me désintéresse largement. Je pense que fondamentalement, moins l'État s'en mêle, moins ça fonctionne correctement, mieux c'est pour le reste du pays, quelque part. Je pense aussi que on accorde trop d'importance évidemment au Premier ministre et au gouvernement, etc., par rapport à ce qu'ils peuvent réellement faire. Néanmoins, c'est quand même important que les choses fonctionnent et qu'on ne soit pas déconcentré par des détails d'équipe, etc. Donc c'est quand même dommage que ça change tout le temps. Et sinon, quelle autre réflexion ça m'évoque? Bah oui, surtout que j'aspire évidemment de mes voeux qu'il y ait plus de démocratie directe, enfin dans le sens où le peuple ait la possibilité de voter sur des décisions concrètes, pas sur des personnes. Et ça, on n'est pas en train de le voir se déployer, donc ça c'est dommage. Ouais. Euh, Au-delà évidemment de la question de savoir quelle est la taille de l'État, ça, je suis d'accord avec toi, il faut que l'État réduise sa taille de façon considérable en se limitant à ce qu'il sait faire le moins bien, c'est-à-dire rendre la justice, assurer la sécurité. Ce qui compte en système démocratique, c'est d'abord qu'il y ait un mandat, c'est-à-dire que les élus aient été élus avec un mandat, c'est-à-dire un programme ou des choses à faire. Alors c'est difficile d'interpréter un mandat, de savoir ce que ça veut dire, parce que évidemment on vote, comme tu disais, pour des personnes, on vote pas pour un programme à proprement parler, et c'est pas parce qu'on a été élu sur tel programme qu'en réalité on peut l'appliquer. Je prends toujours l'exemple historique entre Léon Blum et le Front populaire, d'un côté. Donc en 1936, lorsque les Français élisent, enfin en tout cas font gagner, mettent en première place une coalition de socialistes et de communistes et de radicaux de gauche. Et d'autre part, Salvador Allende, le président chilien, qui est élu en 1900, en tout cas je crois qu'il est élu en 73, 72, 73, 1973, avec également une coalition très à gauche et avec un programme très à gauche. Sauf que ils sont tous les deux élus avec un peu plus de 35-37% des voix. C'est-à-dire que il n'y a pas grand monde qui a voté pour eux, mais ils arrivent en tête et puis le système électoral fait qu'ils ont le pouvoir. Et Léon Blum va comprendre que les Français ne lui ont pas donné de mandat pour transformer la France en république socialiste, même s'il va faire des réformes socialistes, comme les congés payés, la semaine de 40 heures, mais qui se révéleront complètement improductives, complètement contre-productives, à la longue en fait. Et Salvador Allende, lui, croit qu'avec le même score, il a un mandat. C'est-à-dire que, effectivement, parce qu'il a dans son programme un programme de collectivisation et d'instauration d'une république socialiste au Chili,
il a le droit de le faire, et il va le faire. Et il va vouloir le faire, et ça va très mal finir pour lui, puisqu'il va finir suicidé ou assassiné lors d'un coup d'État par le général Pinochet, et toute une coalition de Chiliens qui s'opposait à la collectivisation, à la socialisation de leur pays. Et avoir un mandat, c'est vachement important. Et Macron, en 2017, a eu un mandat. Il n'en a pas eu en 2022 parce qu'en fait, les Français, même s'ils l'ont élu au présidentiel, ils lui ont refusé une majorité aux législatives qui ont suivi. Et donc, dans notre République, c'est très embêtant parce que le président, s'il n'a pas un mandat, comme c'est le président qui tire les ficelles, qui nomme le Premier ministre comme il veut, qui dissout, une fois par an, il est à la fois très puissant et puis complètement impuissant. Et Macron n'a pas eu de mandat, et Macron croit qu'il a eu un mandat pour faire des réformes comme la réforme des retraites, qui sont probablement nécessaires, parce qu'il faut augmenter l'âge de départ à la retraite des Français. Il faut modifier, il faut réformer profondément le système. Je pense que c'est pas simplement une question d'âge, de départ à la retraite, c'est la façon dont le système même est conçu, c'est-à-dire qu'il est par répartition, et c'est une charge considérable qui pèse sur les générations qui travaillent. Et Macron n'a pas eu le mandat de faire ça, et donc en ce moment il se bat, enfin en tout cas les gouvernements précédents depuis 2 ans, 3 ans maintenant, se battent avec l'Assemblée nationale qui n'a pas de majorité. Et les Français ont donné raison à Attal il y a 1 an maintenant, 1 an et demi presque, oui, avant l'été, pour bloquer l'arrivée du Rassemblement national qui aurait, selon toute logique, eu une majorité à l'Assemblée. Et les Français ont validé le coup politicien d'alliance ou de désistement des candidats de droite, enfin du centre et de droite ou de gauche contre le Rassemblement national. Et donc il n'y a pas de mandat qui a été donné à un gouvernement ou à un homme politique en France pour gouverner. Et c'est très embêtant, et c'est ce dont on souffre. Et tu penses que c'est susceptible de changer Je crois que c'est susceptible de changer parce qu'en fait, l'usure du pouvoir de Macron maintenant est manifeste. L'esprit de la Ve République, c'est que Macron aurait dû démissionner en 2024, lorsqu'il a perdu l'élection. En fait, quand il a perdu les élections, pour la 2e fois, les élections législatives, il n'a pas eu de majorité. Et le système est bloqué, le système constitutionnel est bloqué tant que Macron ne démissionne pas. Parce que si Macron démissionne, il va y avoir probablement... il y aura une nouvelle élection présidentielle, et vu l'état de l'opinion aujourd'hui, cette élection sera probablement remportée par le Rassemblement national. Peu importe qui d'ailleurs, Bardella ou Marine Le Pen. Jordan Bardella ou Marine Le Pen, je pense que ce sera plutôt Jordan Bardella, je pense qu'il sera le candidat, parce que Marine Le Pen verra probablement ça. Je crois qu'elle verra sa confirmation, son inéligibilité confirmée par la Cour d'appel de Paris l'année prochaine, si... En tout cas, dans l'état actuel des choses, si Macron démissionne, elle ne peut pas se représenter. Elle ne peut pas se présenter au présidentiel, donc ça sera à Bardella. Et si le Rassemblement national est élu, je crois que vu le chaos qu'il y a eu, les Français donneront une majorité au président du Rassemblement national, à l'Assemblée nationale aussi. Et donc on se retrouvera dans une configuration de coïncidence entre la majorité à l'Assemblée et le parti de celui qui était à l'Élysée. Et dans ce cas-là, on se retombe dans la configuration normale de la Ve République, où en fait c'est le président qui gouverne avec une majorité à l'Assemblée nationale, éventuellement modéré par le Sénat, et surtout modéré, et ça c'est un problème, par le Conseil constitutionnel. Et ça c'est encore un autre sujet très embêtant dans la Ve République actuelle, remodelée, remodifiée.
c'est qu'en fait, il y a un pouvoir des juges, un conseil constitutionnel qui s'est arrogé des pouvoirs considérables qui n'étaient pas du tout prévus à l'origine par De Gaulle, et puis ensuite par l'esprit du texte aussi. Ça, Et et donc, puis la fin du septennat aussi, non? Le fait que le président soit élu maintenant 5 ans et que ça devient, ça arrive simultanément avec les législatives. Ça, c'était pas dans l'esprit, hein? Non, en effet, enfin, le septennat est une institution très ancienne, enfin, qui date de 1870, 71. Donc, ça vient pas de la Cinquième République, ça c'est un héritage plus ancien, monarchique en fait. Mais à l'époque, je pense que c'est pas tellement le problème du quinquennat. À l'époque, le mandat d'un Pour moi, le député quinquennat n'est était pas un aussi de problème. 5 ans. Ah oui, d'accord. Et le mandat d'un député, je ne sais plus depuis quand il est de 5 ans, mais je pense que c'est aussi assez ancien. Donc, sans mandat, je répète, pour moi, c'est sans mandat, un homme politique peut rien faire. Alors évidemment, à lui d'interpréter de façon prudente ce qu'il a entendu de l'élection, ce qu'il a entendu des électeurs. Il peut y avoir les sondages, des sondages d'opinion, des sondages de sortie des urnes, des sondages qualitatifs qui permettent de dire ce pourquoi les électeurs ont voté. Mais il faut faire très attention à ça, parce que si tu l'as pas, eh bien, tu peux pas gouverner seul. Enfin, tu peux pas gouverner sans consentement. Ou alors c'est la catastrophe. Et en ce moment, c'est une catastrophe. Macron doit démissionner. Macron aurait dû démissionner. Macron est un enfant gâté. Et qui se comporte comme un enfant gâté. Il s'accroche au pouvoir, mais enfin, Mitterrand aussi se comportait comme un enfant gâté lorsqu'en 1986, il a perdu les élections législatives et qu'il a eu une majorité de droite qui s'est installée à Matignon. Et alors lui, il a refusé de démissionner. Il aurait dû démissionner. De Gaulle aurait démissionné. Ça s'était posé à aucun autre président de la République, la Cinquième République avant Mitterrand. Mais il aurait débloqué le système. Et il a refusé de le faire, et ça a donné une légitimité à Chirac ensuite, à Mitterrand une deuxième fois en 93 de rester au pouvoir alors qu'il avait perdu une deuxième fois des législatives. À Chirac, lorsqu'en 97 il a dissous l'Assemblée, alors il venait d'être élu, il était élu depuis 2 ans. Et puis les Français ont donné une majorité aux socialistes avec Jospin qui est devenu Premier ministre pendant 5 ans. Et puis ensuite il y a eu le quinquennat, donc ça s'est plus tellement passé jusqu'à ce que Macron se perde les élections législatives en 2024, en juillet 2024. Donc c'est le blocage dans lequel on est actuellement et qui ne sera débloqué, je pense, et ça depuis juillet 2024. Je pensais que Macron démissionnerait beaucoup plus vite. Je me suis trompé. Et tu penses que ça pourrait arriver avant la fin? Là, on en parle là très peu maintenant. probable. On en parle à nouveau. Je ne sais pas si la pression est assez forte. Ça pourrait être une pression des marchés financiers, par exemple. C'est-à-dire une hausse immodérée des taux sur la dette française. Là, en ce moment, la dette française a bondi suite à l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu, éphémère Premier ministre, pendant 15 jours, parce qu'il n'a pas réussi à créer un gouvernement, à constituer un gouvernement. Les taux de la dette française ont bondi. Ils sont pas encore assez hauts. Ils sont à 3,60, je crois, ou 3,80. Ils sont pas encore assez hauts pour que ça fasse assez mal. Donc peut-être que les marchés les marchés financiers vont exprimer leur impatience et à ce moment-là contraindre Macron en fait à partir, parce que il faut débloquer la situation. Et une crise financière comme ça forcera Macron dehors. C'est peut-être ce qui va se passer, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça n'en prend pas le tour. Ouais. Parce qu'il n'y a personne qui peut forcer Macron à sortir, à part des visiteurs du soir. Ça peut être l'oligarchie dont il dépend, des banquiers, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui disent, ou des hauts fonctionnaires qui lui disent écoute, sur le pouvoir desquels il s'appuie pour gouverner d'une certaine manière.
Parce qu'un homme politique, ça s'appuie toujours sur une oligarchie pour gouverner, c'est-à-dire un entourage proche. Que ce soit en démocratie, que ce soit au niveau local, au niveau national, que ce soit en monarchie, dans une dictature aussi, il y a toujours une oligarchie, il y a toujours un entourage du chef de l'État, du prince, qui lui permet de gouverner, de transmettre les ordres, tout simplement. Et cela aurait le pouvoir d'influence sur Macron. Si Jean-Pierre Jouyet, à qui Macron doit tant, va voir Macron un soir et lui dit bon bah écoute, faut partir, hein. Bah il partira. Hein. Voilà, c'est Incroyable. c'est comme ça que ça se passe en fait. Hein. Et c'est comme c'est. Mais pour l'instant, ses voix sont pas. Alors il se fait mettre en scène. Là, cet après-midi, on voyait des images où il était sur les quais de la Seine en train de marcher au téléphone tout seul. Bon, il y avait BFM qui était là comme par hasard. C'était une mise en scène. Comme s'il était tout seul. C'est en train de supposer le pouvoir le destin du pays. C'était une manière de dire que c'est lui qui décide, hein, que tout repose sur lui. Mais C'est une pièce de théâtre. ah oui, bien sûr. On ne voit rien. Par exemple, moi, ma théorie, tu vois, Le Cornu. Hier, Macron dit à Le Cornu, enfin annonce publiquement qu'il laisse à Le Cornu jusqu'à dimanche soir pour nommer ou samedi, il laisse jusqu'à dimanche soir pour nommer un gouvernement. Et visiblement, Le Cornu n'avait pas eu le temps, pas encore réussi à obtenir l'assentiment, en particulier des Républicains, sur une coalition. Et ce matin, il annonce les Républicains ont fait sentir. Il y a eu Lisnard, j'ai vu passer un tweet de Lisnard qui dit c'est pas possible ce gouvernement. Je crois que si c'est pas la nomination de Bruno Le Maire qui a à la tête du ministère de la Défense qui a fait basculer les Républicains. Mais toujours est-il que Retailleau et Lisnard n'est pas au gouvernement, mais il pèse pas mal chez les Républicains. Ils ont dit c'est pas possible qu'on en sort. Mais je soupçonne que Le Cornu est très copain avec Gérald Darmanin. Ils sont très amis. Et Darmanin est très ambitieux. Je ne pense pas que Le Cornu soit très ambitieux, mais Darmanin est très ambitieux. Et Darmanin, il n'a pas été nommé Premier ministre, il l'espérait, je pense. Mais Darmanin, il vise l'étape du dessus, hein, il vise la présidence de la République. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et Darmanin et Le Cornu ont dû comploter pour mettre Macron dans un coin. Et Le Cornu démissionnant brutalement, ça met Macron dans un coin. Et ça le force vers la sortie. Et je connais un peu Gérald Darmanin, tout petit peu, mais c'est le genre de choses... c'est ce genre de manœuvre-là qui se passe sous la surface du lac. C'est intéressant. Nous, on voit les vagues, mais on voit pas ce qui se passe en dessous. Et ce qui se passe en dessous, c'est ce genre de manœuvre-là. C'est connu, ce genre de manœuvre. Des choses analogues, ça a tout le temps existé. Des coups. On voit ça, ça a été mis en scène de façon dramatique dans des séries comme House of Cards, par exemple. Mais c'est ce genre de coup qui se joue en politique derrière. Et donc, l'intérêt de Gérald Darmanin, c'est de provoquer, d'anticiper une élection présidentielle à laquelle il ne se présentera pas, qui sera perdue probablement, qui sera certainement perdue par les macronistes ou par la droite, la droite républicaine, je veux dire, des républicains, pardon, qui sera remportée soit par un socialiste, soit par le Rassemblement national. Mais ça dégage Macron et ça ouvre la voie pour une guerre des chefs au centre qui récupérera la mise à l'élection suivante, au bout de 5 ans. Et ça permet de faire sortir Macron, d'humilier Macron et de l'empêcher de pouvoir se représenter. Parce que s'il démissionne, s'il ne va pas jusqu'au bout de son mandat, il est grillé. Il est grillé politiquement, quoi. Les Français ne voteront plus jamais de lui. Or, l'idée de Macron, c'est de se représenter en 2032. C'est d'aller jusqu'en 2027, faire échouer laisser le Rassemblement national se planter et reprendre le pouvoir en 2032.
Mais s'il démissionne maintenant, il ne pourra plus le faire. Enfin voilà, bon bref, C'est marrant, c'est mes observations. c'est une manière catégorique de dire il pourra plus le faire, etc. Mais de ça te montre une En vérité. réalité, il C'est faut... pas ma manière de penser souvent. Si, parce qu'en fait, il faut en politique réfléchir comme des caïds du cours d'école. Il y a l'honneur, il y a l'image, euh, et perdre la face, perdre la face, c'est perdre la face devant les électeurs. Enfin, perdre la face devant les électeurs, c'est perdre toute crédibilité, quoi. C'est ne plus être C'est pas ce écouté, qu'avait ne fait plus De Gaulle pouvoir. à un moment. Alors, De Gaulle, il démissionne en 1947 et il Oui, a une traversée du désert de 11 ans avant de oui, reprendre c'est le vrai. pouvoir fin 1958 par un coup d'État. La prise du pouvoir de Gaulle en 58, c'est un coup d'État. Pas violent, enfin encore que, il y a la pression militaire en Algérie, mais c'est un coup d'État. Il est nommé Premier ministre, c'est le dernier président du Conseil de la 4ème République, et puis voilà, c'est le sauveur. Mais il a eu plus de 10 ans de traversée du désert. Il n'avait pas été humilié en 47, hein. Euh, enfin un petit peu, mais pas au point catastrophique comme Macron, quoi. Il faisait partie de tous ces hommes politiques qui ont passé, qui après la Seconde Guerre mondiale ont été remplacés, quoi, par d'un autre modèle, quoi. Les peuples démocratiques voulaient quelque chose d'autre. Ils voulaient plus des chefs de guerre. Mais regarde les hommes politiques qui ont perdu la présidentielle, comme Valéry Giscard d'Estaing, qui est chassé du pouvoir en 81. Il a réessayé de revenir plusieurs fois et il n'a pas réussi. Sarkozy, Sarkozy en plus il est très corrompu, donc il est complètement foutu. François Hollande, il a été humilié en 2017 lorsqu'il a été empêché de se représenter, alors qu'il n'a aucune raison de ne pas pouvoir se représenter. Mais et donc quand t'es humilié, quand t'as subi un affront comme ça, t'as perdu la face. Alors tu me diras Oui, je comprends. Chirac, oui, mais Chirac a perdu plusieurs fois, mais il n'a pas perdu en étant élu. Il n'a pas été chassé du pouvoir de l'Élysée, quoi. Il a été réélu d'ailleurs en 2002, dans des circonstances hallucinantes, face à Le Pen, donc il a fait plus de 80%. Mais bon, c'était une autre époque. Enfin, sur le principe, en tout cas, quand un roi a abdiqué, il ne revient pas au pouvoir, hein. Et donc l'abdication démocratique, c'est d'être chassé du pouvoir par l'élection ou de devoir démissionner sous la contrainte institutionnelle, ce vers quoi on se dirige. Et peut-être financière. On verra la patience des marchés financiers qui face à la France, hein, et la France a des gros besoins financiers. On est en période, on va commencer le vote du budget, là, on est à l'automne, hein. Il faut voter un budget d'ici la fin de l'année. Et là, le gouvernement est impossible. Impossible. Donc, que fait faire une élection présidentielle dans un mois, peut-être, hein. Ah, c'est ce que je souhaite, hein. Ça débloquerait les choses, peu importe le vainqueur, hein. Franchement, non, je préfère que ce soit le Rassemblement national. Il y aura une dissolution derrière, probablement. Oui, oui. Là, le président aura le droit de dissoudre, puisque ça serait plus d'un an après la dernière dissolution. Donc le nouveau président pourrait dissoudre. Ça serait ce qu'il y a de plus honorable pour Macron, en fait, hein, parce que je pense que les Français lui seraient en un sens reconnaissants d'avoir débloqué la situation. Mais s'il se maintient au pouvoir, il va être plus il avance, plus un éventuel retour, parce qu'il est jeune Macron, hein, il pourrait se représenter, hein, il pourrait refaire 2 mandats. Constitutionnellement, il peut refaire 2 mandats. Hein. Mais c'est terrible, hein. Cela dit, pour étendre notre regard un peu, si Macron démissionne et que le RN est élu, c'est un coup de théâtre dans l'Union européenne. Ça sera le début de grandes réformes dans l'Union européenne.
Parce que c'est un des plus gros pays, c'est ça? parce que la France et l'Allemagne, c'est les plus gros pays. Alors tu auras l'Italie qui est déjà, donc il y a déjà un gouvernement populiste. Oui, c'est ça. L'Allemagne, l'Allemagne sort d'une élection, donc l'Allemagne n'est pas prête de basculer, sort d'un cycle électoral, donc il peut pas. L'AfD est loin du pouvoir. La France un président Rassemblement national, ça va exiger des réformes européennes, hein, un changement du fonctionnement de la Commission européenne et des règles européennes. C'est évident. Je ne sais pas lesquelles, je ne sais pas ce qu'il pourra faire, mais la pression, ça va être un autre ton. Et malheureusement, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Enfin, malheureusement, en tout cas, non, je suis bien content qu'ils ne soient plus dans l'Union européenne pour eux. Mais si la situation d'Angleterre n'est pas très éloignée de celle de la France, c'est pas les mêmes systèmes, mais le gouvernement, le Labour est dans un état catastrophique. Le gouvernement est très très impopulaire et la pression vers une démission de Starmer provoquerait l'arrivée aussi du populisme, des populistes de Farage et du Reform Party, enfin du Parti Réforme, qui serait dans la même famille politique que le RN, c'est-à-dire populiste de droite et anti-immigration dans une certaine mesure. Parce que le RN, lui, est très, très modéré sur l'immigration. Oui. Mais bon, quand même, ça serait un changement de ton considérable. Et donc, ça ferait vraiment un virage en Europe très, très important. Et donc, là, Bardella signalait, le Parlement européen faire voter une motion de défiance de la commission von der Leyen, donc pour la faire démissionner. Bon, ils n'y arriveront pas, ils n'ont pas la majorité. Mais on sent voilà, c'est une manière de signaler qu'ils sont prêts à des changements importants. Et ça serait bienvenu, hein, parce que l'Union européenne, enfin la Commission européenne, outrepasse ses pouvoirs de façon scandaleuse, quoi. Ils légifèrent sur tout et n'importe quoi, bien au-delà de ce que les traités permettent, tout ça validé par la Cour européenne de justice, qui est en fait une fausse cour, hein, et qui est là simplement pour mettre un tampon fédéraliste et faire avancer le projet fédéraliste. Là, tout le temps, on entend des domaines d'action dans lesquels, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête là juste maintenant, mais bon, des tas de domaines d'action invraisemblables dont se saisit la Commission pour légiférer, pour imposer des décisions au reste de l'Union européenne, de l'Empire, en fait. C'est un empire, l'Union européenne. Et ces volontés impériales, elles vont échouer dans des cycles électoraux comme celui qui s'annonce en France, qui va arriver en France. Si c'est pas dans 2 ans, si c'est pas maintenant, c'est dans 2 ans. Donc on est tout près. Voilà. C'est bien loin de la Suisse. Hein. Oui. T'as vu ce qui est arrivé au Japon? Non. Le Parti libéral-démocrate, qui est le parti qui est au pouvoir depuis maintenant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, vient d'élire son nouveau chef, et donc nouveau Premier ministre, qui est une femme, dont le nom m'échappe, et qui a reçu le mandat du parti de mettre fin à l'immigration. Parce qu'il faut, le Japon, depuis quelques années, a ouvert les vannes de l'immigration, donc des Indiens, des Vietnamiens, des Kurdes, des Nigérians, des Chinois, et qui provoque, et quand j'étais là-bas, tous les Japonais avec qui j'ai pu en parler, ils étaient tous fous furieux, vent debout devant l'immigration au Japon. Ils n'aiment pas ça du tout. Et donc celle qui a été nommée, là, elle est là elle représente la branche conservatrice et anti-immigration du Parti libéral-démocrate japonais. Et elle est là pour mettre fin à la politique immigrationniste qui était menée jusqu'à présent au Japon. Donc c'est aussi, dans un grand pays, un changement important. La pression politique, la pression des citoyens
dans les démocraties occidentales ou de type occidental auxquelles on peut assimiler le Japon, est partout la même. C'est toujours la même voie. Fin de l'immigration incontrôlée. Étonnant. Or, il s'est aussi produit la même chose en Suède, n'est-ce pas? Alors Suède, j'avoue que j'ai pas suivi exactement ce qui s'est Il me passé en semble. Suède. Je sais qu'il y a une coalition des partis populistes et de la droite en Ouais. Suède, mais j'ai pas vu exactement les mesures qu'ils ont adoptées. Moi, je crois Pas- qu'ils ont considérablement. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Je crois qu'ils ont considérablement réduit l'immigration et puis même, en fait, renvoyé beaucoup de gens chez eux. Hmm. Il y a Et aux le Pays-Bas le aussi, il y a Danemark eu quelque aussi. chose? Alors, Pays-Bas, justement, le Pays-Bas a une élection là au mois d'octobre, une élection générale, puisque le gouvernement a démissionné et je pense que c'est le roi a dû dissoudre le Parlement. Les sondages sont pas très bons pour. Il va pas avoir de majorité ferme. En fait, le gouvernement est tombé justement suite à des mesures sur l'immigration qui n'étaient pas assez fermes au goût du parti de Geert Wilders, qui est le parti populiste de droite. Oui. Et les sondages, je vais regarder ça il y a quelques semaines. Sondage Pays-Bas. Je sais pas quels sont les. Enfin, en tout cas, bon, il donnait pas. Bon, le problème en Hollande, c'est que c'est la proportionnelle parfaite. Ah voilà. Élection législative 2025, donc le 29 octobre, il y a les élections. Et le PVV, donc le parti de Geert Wilders, qui a démissionné donc à cause de l'échec. Ah oui, oui, pardon, non, c'était sur. Non, c'était sur la question du droit d'asile. Et puis ensuite, il y a il y a le ministre des Affaires étrangères qui a démissionné en raison des positions sur Israël. Mais j'avoue que Ah oui, là je vois les sondages. Bon, oui, le VVD, donc le parti de. Attends, le PVV, c'est celui de Geert Wilders. Oui, pardon, lui il est en tête, mais bon, il est à, tu vois, il est à 31%, quoi. Euh, En revanche, c'est le parti de droite modéré, conservatrice, qui s'est effondré. Ouais, on ne sait pas ce que ça va donner. Mhm. Il faut vraiment qu'il soit plus de 40% pour qu'il. Mais bon, voilà, bon, ça c'est la politique hollandaise, je ne sais Ouais. pas si ça intéresse beaucoup de monde. Enfin, c'est un gros voisin, quoi. C'est quand même un pays européen important, il y a 20 millions d'habitants. Oui. C'est pas petit, la Hollande. Hein. C'est que là, c'est un tiers de la France, mais c'est pas petit non plus. Ouais. Bah, écoute, à propos de Suisse, j'avais une réflexion que je voulais te partager. Euh, donc, moi, mes enfants, enfin, mes fils, ils vont devenir suisses avant leur majorité. Et je pense ils seront en état de faire leur service militaire ici. Oui, à mon avis, ils devraient être sélectionnés. Et puis, ils sont partis pour être assez grands, donc faire plus de 1,74 m. Et puis, ils seront, j'espère, toujours catholiques. Et ça voudrait dire que, et puis je pense qu'ils auront peut-être une bonne réputation. Et donc ces critères que je viens de lister sont les critères qui sont nécessaires pour pouvoir rentrer à la garde pontificale. Donc et je voulais savoir ce que tu pensais toi d'encourager s'ils ont la possibilité, s'ils en avaient la possibilité, tes fils à faire leur service. Donc je crois que ça dure entre 2 ans à peu près, en tant que garde suisse au Vatican. Tu penses que ça pourrait être intéressant? C'est certainement très intéressant. J'encourage j'encourage vivement un jeune homme qui aurait la possibilité de le faire. Parce que ce sont des troupes d'élite. C'est pas. Alors, ils ont un beau costume très connu, mais en réalité, ils le portent très peu.
Et ils ont vraiment un entraînement de troupes de forces spéciales très poussé. Dans le maniement des armes, dans la forme physique. C'est vraiment c'est très sérieux la garde suisse. Et c'est un... Alors ça dépend ce qu'on va faire après, mais c'est quand même un excellent passeport. C'est un brevet de réputation d'honorabilité en Suisse qui est très apprécié. Et puis en plus c'est une excellente formation pour un jeune homme parce qu'il faut savoir manier les armes quand on est un homme. Ça a toujours été comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui les voient en fait essentiellement faire le piquet devant Alors oui, mais Saint-Pierre. la vie militaire, c'est toujours, c'est très ennuyeux, la vie de garnison. Même lorsqu'on est en opération et qu'il y a la guerre, on passe son temps à attendre, hein. Et il y a un fameux roman qui a été écrit là-dessus. Mais tous les témoignages de vie de militaire racontent un profond ennui. Mais c'est bon, voilà, s'ennuyer, ça fait partie ça fait partie de la condition humaine aussi, hein. Ça fait partie de la vie d'un homme, enfin, ou d'une femme. Il faut savoir maîtriser ça. Oui, alors donc, évidemment, faire le piquet devant, en tenant une hallebarde dans un costume, bon, qui, admettons-le, est un peu ridicule. Costume bariolé, là, c'est pas très, enfin voilà, c'est spectaculaire, mais moi je trouve pas ça très joli. Mais bon, par ailleurs, ils ont tout un entraînement, ils font énormément de sport, tout ça on voit pas, hein, mais je le sais. Je me souviens d'avoir rencontré un garde suisse à l'aéroport de Rome et qui nous avait raconté ce que c'était que sa vie. C'est très intéressant ça. Justement, je parle de ce qu'il nous avait raconté. Et alors il y a beaucoup de Suisses allemands dans la garde suisse, donc les francophones, les romans sont tout à fait minoritaires. C'est vrai. Ce qui les fait un peu râler, mais bon, c'est l'équilibre démographique et des catholiques, parce qu'il faut être catholique. Oui. En Suisse, hein, il y a peu de catholiques romans, francophones. J'en ai jamais encore rencontré autour de moi. Dès que je rencontre des catholiques qui seraient susceptibles de faire ça, notamment des lucernois, je pose la question, etc., s'ils en connaissent, mais ils sont pas non plus très très nombreux. Non, ils sont pas nombreux, ils sont 250, hein, donc c'est 5 ans, je crois, l'engagement dans la... Tu dis 2 ans, toi? Actuellement, c'est entre 20 et 25 mois, je crois, ou peut-être 26 Ah, d'accord. mois. J'avais souvenir que c'était 5 ans l'engagement. Après, il y a des officiers qui, je crois, sont là-bas beaucoup plus longtemps avec leur famille. Hein. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup des officiers non plus, hein. Non. Il y a un colonel, et puis il doit y avoir quelques capitaines, quoi. Est-ce qu'il y a des lieutenants? M'étonnerait. Ah non, c'est chouette, ça c'est bien, s'ils ont la possibilité de le faire, s'ils ont envie de le faire aussi, hein. Ça, tu le sauras dans 15 ans seulement. Oui, c'est ça, oui. Et puis aussi, comme il faut avoir fait son service militaire en Suisse, qui là aussi est quand même considérable, il faut avoir envie de rempiner, entre guillemets. C'est pas pareil, Oui. évidemment, pour moi c'est pas comparable, hein, mais tout de même. Ouais. Non, mais pour les Suisses, à part la Légion étrangère, c'est la seule manière d'avoir une vie militaire intéressante, hein, parce que Oui. voilà, le service militaire suisse, c'est intéressant, mais bon, il y a très très peu de monde il y a très peu de pilotes de chasse, il n'y a pas de marine. Ah, mais il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Moi, tous ceux qui font leur service militaire en Suisse, généralement, ils s'éclatent. Hein. Ouais, ah, ok. L'esprit de corps, le fait de se revoir, oui. Ah oui, non, ça vraiment. certainement, mais moi je parle de l'aspect professionnel. Et je suis pas... Bon, voilà. Je sais pas, oui, il doit y avoir beaucoup de tirés, à mon avis, il doit y avoir beaucoup d'infanterie. Mais chars, génie, cavalerie, artillerie, un peu d'artillerie peut-être, mais c'est... Enfin voilà, c'est l'armée suisse, quoi. C'est une très bonne armée, mais c'est pas la même chose que l'armée française, quoi. T'as pas les mêmes perspectives. Très bien, mais Tu écoute, devais nous quitter tôt ce soir. Pardon? Ouais. Tu dois nous quitter tôt ce soir. Ouais, n'est-ce pas?
Bon, alors on va Parfait, arrêter. mais écoute, je te remercie. C'est très intéressant. Mais je t'en prie. Et je vais Merci. réfléchir au sujet de des gardes suisses. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Ciao.